Revenons à cela. La pensée chinoise lui fait découvrir une pensée qui ignore l'être, et à travers l'être, c'est toute l'ontologie dont nous procédons. Toute la pensée occidentale procède de l'être. L'être qui permet d'identifier cette chose est, qui permet d'assigner, c'est-à-dire que je puis dire que cet objet en tant qu'il est a des qualités diverses. Donc le verbe être et la capacité à transformer ce verbe en substantif, eh bien c'est toute la pensée au fond grecque et la pensée ultérieure de la philosophie qui en procède. De la même manière, le fait qu'il n'y ait pas d'être, il n'y a pas une sorte de diversification des choses qui seraient isolées les unes des autres par un travail de démarquage. L'être, dans la pensée occidentale, permet de démarquer les choses, de déterminer l'essence. L'essence de l'homme, c'est pas l'essence du chat, etc. Alors que dans la pensée chinoise, on n'a pas cette démarche-là. On est au contraire dans des oscillations, dans des tensions, dans des transitions. La pensée chinoise, c'est une pensée qui ne s'arrêtera pas au temps. Bien évidemment, ils sont très attentifs aux saisons, au calendrier, etc. Mais le temps n'est pas pensé comme tel. Or, depuis Platon au moins, puis ensuite Aristote, puis Saint-Augustin, le temps ne cesse d'être présent dans la pensée européenne. Il y a un célèbre texte de Saint-Augustin qui pose la question: qu'est-ce que le temps? Bon, quand on ne me le demande pas, je crois le savoir. Quand on me le demande, je ne le sais plus. Qu'est-ce que c'est que le temps? C'est du déjà plus et du pas encore. À peine une chose est telle qu'elle n'est déjà plus. Le moment où je parle est déjà loin de moi, etc., etc. Toutes ces réflexions qui vont habiter la pensée européenne, c'est totalement absent de la pensée chinoise. Il n'y a pas du tout cela. De la même manière, par exemple, il n'y a pas de quelque chose qui ressemblerait à ce qu'on appelle la métaphysique. Bon, la métaphysique, c'est un mot un peu technique, mais le geste métaphysique, si vous voulez, le plus classique, c'est le geste qui consiste à dédoubler la réalité en une réalité sensible et puis une réalité supérieure que Platon appelle intelligible, peu importe. En tout cas, un dédoublement du réel en un réel un peu dégradé, qui est le réel tel qu'il est donné à nos sens, et un réel essentiel qui est accessible simplement par la partie supérieure de mon intelligence, capable de contempler les essences. Il n'y a pas cela dans la pensée chinoise. Bon, on pourrait multiplier comme ça les choses. Pensez par exemple que pour dire le mot chose en chinois, on dit est-ouest. Vous imaginez que pour désigner ce qu'on appelle une chose, on utilise ici deux termes en tension. Pour dire le monde, c'est terre-ciel, etc. Donc vous imaginez cet univers dans lequel il n'y a ni pensée de l'être, ni pensée du temps, ni métaphysique, où il n'y a pas à proprement parler de conjugaison, où on a affaire à des continuums, si vous voulez. C'est quelque chose qui constitue une étrangeté qui va permettre à François Julien, par un effet de retour, de déconstruire, si vous voulez, un certain nombre de catégories de la pensée européenne. Alors là, ce qui est important, si vous voulez, c'est qu'il y a deux déconstructions possibles. Il y a la déconstruction par le dehors, c'est le parti pris de François Julien, ou alors une déconstruction par le dedans. C'est le parti pris de Lévinas ou de Derrida. Ce sont des gens qui décident de déconstruire un certain nombre de catégories de notre pensée, mais à partir d'éléments appartenant à l'univers de cette pensée. Par exemple, le monde juif. On peut essayer de déconstruire les catégories grecques à partir du monde juif, mais le monde juif et le monde grec sont interpénétrés depuis très longtemps. Et il est clair qu'il y a tout cet univers de pensée qui est en contact depuis des millénaires, qui fait que l'extériorité de la pensée juive par rapport à la pensée grecque est une extériorité relative. Alors que la Chine, il ne faut même pas oublier que géographiquement, la Chine est isolée du reste du monde, et cela pendant des millénaires. Isolement certes relatif, Marco Polo, etc., mais il y a un isolement. D'autre part, vous savez que la langue chinoise, c'est une langue très particulière. Son écriture est une écriture idéographique. C'est la seule écriture qui subsiste aujourd'hui sous une forme idéographique. Par conséquent, il y a
ici un dehors, il y a un ailleurs chinois, et cet ailleurs chinois est l'occasion, réflexivement, d'interroger nos catégories de pensée et de non pas simplement essayer d'intégrer des catégories de pensée chinoises à la pensée européenne, on arriverait à une sorte de syncrétisme un peu ridicule. Non, à la fois de révéler des impensés et peut-être, à partir des ressources mêmes de la pensée européenne, d'essayer de penser autrement. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel, c'est qu'il y a des ressources impensées aussi, qu'on peut activer. La démarche de François Julien qui consiste à aller en Chine, c'est aussi pour activer dans notre culture des ressources qui sont restées en jachère, des ressources qui ont pu exister. Prenons un exemple qui est celui de la métisse, par exemple. Vous connaissez cette pensée de la ruse qui s'est développée en Grèce, qui est la ruse du guerrier, la ruse du chasseur, cette pensée de la métisse qui mettra, par exemple, en avant ce qu'on appelle la phronésis, la prudence, ou avoir du nez. Vous savez, quand on dit avoir du nez, en latin, on parle de la sagacité. La sagacité, c'est avoir du pif. Ben, il est clair que cette intelligence qui consiste à avoir du pif, cette intelligence pratique, elle sera délaissée dans la pensée disons pas occidentale, disons européenne. Donc voilà, je suis un peu long. Hein.